On accueille Angélique maintenant sur votre libre antenne. Bonsoir Angélique. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Angélique? Vineuilly, près de Fourmies, D'accord. Et quel âge avez-vous? 33 ans. 33 ans. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. J'ai perdu ma mère en février, Oui, qui était hospitalisée depuis 3 mois à l'hôpital de Maubeuge. oui. Et elle a vécu des choses atroces, inconsolables dans un hôpital, de la part du personnel soignant, aussi bien un manque de professionnalisme que d'humanité, ce qui l'a conduit aujourd'hui au décès. Et ne me demandez pas de quoi elle est décédée, parce que même ils ne sont pas capables de nous répondre. Pourquoi Donc c'est ça? pour ça que je suis à l'antenne. pour, Bah, pour- ils ne savent même pas eux-mêmes de quoi elle est partie. Donc, Ils ne savent même pas de quoi elle est partie. non. Quand vous demandez en médiation de quoi votre mère est décédée, on vous dit qu'elle avait trop de problèmes pour cibler une chose de quoi elle était partie, donc ils ne le savent pas. Elle avait trop de choses. Ils vous, dit, Voilà. ils vous disent ça. Oui, oui. Donc aujourd'hui, je suis à l'antenne pour dénoncer tout ce qui s'est passé durant son hospitalisation ainsi qu'au moment du décès. Que s'est-il passé alors Angélique? Racontez-moi. Ma mère avait déjà fait, la dernière fois qu'elle est rentrée à l'hôpital et qu'elle n'en est pas sortie, c'est le 9 décembre. Oui, Elle avait fait auparavant 3 passages aux urgences, dans le sens où c'était quelqu'un qui perdait son sang. Donc elle avait un taux d'hémoglobine très faible à chaque fois, donc il fallait toujours lui transfuser du sang. Et elle avait un taux d'ammonium, donc si vous voulez, c'est un taux d'ammoniac élevé qui monte au cerveau. Donc elle a fait 3 passages aux urgences pour ça. oui. Le dernier passage aux urgences, mon frère était parti avec elle sur Auchan et s'est aperçu que ça n'allait pas du tout, qu'elle dérogeait, qu'il y avait un problème. Ensuite, il a vu que sa langue commençait à se tourner, donc il s'est dit: «Elle me fait une crise d'épilepsie». Il l'a conduite aux urgences. Elle est restée une semaine, ensuite on l'a fait ressortir. Une autre fois, elle a fait 3 jours aux urgences, on nous l'a fait sortir avec 8 de tension en disant qu'elle serait mieux dans un contexte familial. Le 8 décembre au soir, toutes les semaines, elle faisait des prises de sang que je recevais directement par mail sur mon téléphone. Mhm. Donc le 8 décembre au soir, je me suis aperçue que son taux d'hémoglobine était encore faible et qu'il fallait la retransfuser. Donc j'ai contacté mon frère pour savoir ce qu'on faisait. Étant donné qu'il était tard, on a dit on appellera les urgences demain matin. Donc on a contacté l'hôpital de Maubeuge le 9 décembre au matin, qui nous ont dit qu'effectivement, il ne fallait même pas chercher à passer par un médecin traitant, mais l'apporter pour la retransfuser et voir ce qui se passait. En sachant que déjà entre son dernier passage aux urgences et le fameux 9 décembre, elle avait fait 3 chutes chez elle. Donc c'était dangereux, elle vivait seule, donc on ne pouvait pas se permettre de la laisser comme ça. Donc je l'ai amenée aux urgences, j'ai dit que surtout, il fallait vraiment pas me la faire sortir sans savoir ce qui se passait. Mhm. Donc le 9 décembre, ils nous ont dit qu'il a transféré en service neuro, que le taux d'ammonium effectivement était encore élevé aussi, qu'elle manquait de sang, donc il fallait la transfuser. En service neuro, le médecin nous a fait part que son objectif, c'était qu'elle mange, qu'elle soit sur pied et qu'elle sorte, que c'était pas de son ressort, parce que c'était des problèmes gastro. Donc on a fait part qu'il était hors de question que notre mère sorte de l'hôpital, que si c'était un problème gastro, ça tombe bien qu'elle était dans l'hôpital et qu'il fallait la transférer dans le bon service. Donc on nous a répondu qu'on n'avait pas de place. Donc ça c'était, désolé, mais pas notre souci. On n'allait pas la faire ressortir pour la ramener aux urgences le lendemain. Donc après, elle est tombée dans un coma dans le service neuro. On nous a accordé les droits de visite. Donc ils se sont aperçus qu'en fait, quand on y allait, son état s'améliorer. Elle est sortie du coma, ils ont continué les visites et ils l'ont enfin transférée en service gastro, où là, ça a été vraiment le début de la catastrophe, dans le sens où déjà dès le départ, ils ont contacté mon frère puisqu'il habitait juste à côté. Moi, j'ai quand même 1 heure et demie aller-retour, donc j'étais pas la plus proche. Et puis mon frère était personne de confiance. Donc ils ont contacté mon frère pour avoir l'ordonnance avec ses traitements. Mon frère est arrivé, il a voulu en savoir plus par le médecin. On lui a répondu que sa journée était finie et qu'il était là, qu'il avait juste demandé l'ordonnance. Donc mon frère lui a dit qu'il voulait quand même des nouvelles. Ensuite, ils ont voulu lui faire des fibroscopies. Donc c'était des fibroscopies en veux-tu, en voilà. Il y en a eu au moins 3 au minimum.
Dès la première fibroscopie, j'avais fait part que déjà l'année dernière, elle avait des saignements au niveau des diverticules, donc il les avait cramés et qu'ils devraient privilégier ça dès qu'ils font la fibroscopie, d'y regarder, parce qu'on savait que ça reviendrait. On nous a dit oui, OK. Au final, on s'en est pas soucié, on s'est aperçu que ça saignait, on a mis un pansement. On a vu que ça continuait, donc il a fallu refaire une fibroscopie, hein, bien sûr, pour faire ce qu'au final j'avais dit dès le début, de cramer les diverticules. Donc les diverticules, c'est des petits vaisseaux, qui pètent et qui saignent. Et depuis après, on a continué les visites. Un jour, on avait le droit aux visites, le lendemain, on n'y avait plus le droit. Enfin, c'était, un peu du n'importe quoi. Du jour au lendemain, on pouvait vous dire que, non, les visites, c'était stop. Lors, d'une visite de mon frère, plusieurs visites, il s'est aperçu que le personnel soignant courait dans les couloirs, se balançait du produit, disait à leurs collègues que, il fallait aller chercher des serviettes, pour qu'elles puissent prendre une douche, en étant bien sûr en plein service. Courait dans les couloirs et se balançait du produit, c'est-à-dire? En fait, mon frère a entendu une infirmière dire: «Dépêche-toi, va me trouver une serviette», et il les a vus en train de se balancer des produits, dans les couloirs sur elle. Donc ils jouaient ensemble dans les couloirs Mmh. et du fait, ça veut bien prendre une douche. Mon frère, quand il a vu ça, m'a dit: «C'est pas possible, il faut me faire un courrier au niveau, de la représentante des usagers». Donc on a fait un courrier en demandant un rendez-vous avec la CAD pour expliquer ce qui se passait. On nous a répondu que, ça pouvait arriver, qu'ils fêtaient un départ, et que c'était pas catastrophique. Sauf que tous les soirs, les patients se plaignaient de ne pouvoir dormir parce que ça jouait dans les couloirs, ou ça criait, ou ça rigolait. Ma mère était quand même hospitalisée déjà du coup depuis au moins facilement un mois. On a demandé à ce qu'elle ait des bas de contention parce qu'elle ne se levait pas du tout du lit. Elle ne savait même plus tenir ce qui s'appelle une fourchette ou une cuillère, tellement elle tremblait, c'était plus possible qu'elle puisse, être autonome. Quel âge avait votre maman? Nous demande Elle une. allait avoir 63 ans au mois d'avril. D'accord, elle était jeune. Mmh. Et du fait, en réunion, on a demandé à ce que des bas de contention soient mis, étant donné que j'ai un de mes frères qui est aide-soignant sur Lyon. Il est bien placé, pour nous dire ce qu'il faut demander ou pas. Donc il a dit: «Écoutez, depuis autant de temps qu'elle est quand même alitée, il faut demander à ce qu'elle ait des bas de contention». En plus, ses jambes gonflaient, elle se plaignait de douleurs dans les jambes. En réunion, on nous a dit: «Ah oui, c'est bien d'avoir relevé le sujet, on n'y avait pas pensé». Sauf que le lendemain, à la visite, il y avait toujours pas de bas de contention non plus. Après une après-midi, j'ai ma sœur parce que mon frère y allait tous les jours. Il y allait le soir pour lui donner à manger et moi je m'y rendais le mercredi et j'ai ma sœur qui voulait y aller, donc j'ai demandé l'accord au niveau du personnel pour échanger, ma place avec ma sœur un mercredi pour qu'elle puisse la voir. On m'a dit: «Oui, OK». Donc ma sœur y est allée, elle est arrivée à 14 heures. Ma mère se vidait étant donné qu'elle avait un taux d'ammonium, élevé. En fait, le seul moyen d'éliminer l'ammonium, c'est, de mettre sous du Falac pour, provoquer des diarrhées. Et ma mère était, dans ses selles, donc dans sa couche puisqu'il ne mettait plus, la bassine et elle arrivait à 14 heures. Ma mère avait déjà été en diarrhée dans sa couche. À 17 heures, la couche n'était toujours pas changée. Ma mère a dû refaire dans la même et supplier ma sœur d'aller chercher une infirmière pour pouvoir lui changer sa couche. Donc elle est quand même restée 3 heures dans les mêmes excréments. Mais, comment se fait-il que dans cet hôpital, ça se passe comme ça, en fait? Il y a un réel problème, non? En fait, je pense que dans ce service-là, c'est ce qu'on a relevé lors de la médiation du 31 mars, c'est qu'il y a énormément de jeunes Oui. et que, forcément, c'est pas du tout, on n'a pas le même tempérament à 20 ans qu'à 40 Mmh. ou Je qu'à lis 50. je lis, Angélique, que, le personnel pensait que vous vous chargiez d'aider à manger, votre maman. Hem, Le Durant les visites, mon frère y allait exprès justement le soir. oui. Il travaille dans un grand groupe, donc il y allait après ses horaires, il y allait pas avant 17-18 heures pour dire justement de lui donner à manger parce qu'au moins elle mangeait et que comme elle ne savait plus manger toute seule, si aujourd'hui vous n'avez plus de bras et qu'une infirmière vous dépose votre plateau comme ça sur votre table ou qu'elle vous dépose un verre avec une paille, si vous n'avez pas de bras, vous pouvez pas boire ni manger. Là, avec ma mère, c'était un peu pareil, même qu'elle avait ses bras. Donc mon frère faisait exprès d'y aller le soir, lui, pour lui donner à manger, Oui. sur le temps que les visites étaient autorisées, puisque le 1er février, on nous les a interdites. Ensuite, un soir, ma mère, elle était totalement désemparée. Il y a une infirmière qui était arrivée dans sa chambre, qui revenait de congé, et qui lui a dit: «Vous vous portez plutôt bien, je vous pensais morte».
Donc ma mère a très, très mal réagi et était toute retournée. Ma mère avait une coloscopie à réaliser et pareil, la veille d'une coloscopie, vous devez réaliser une préparation. Oui. Donc ça dure sur toute l'après-midi et la soirée et l'infirmière du soir a refusé de lui donner sa préparation en lui disant qu'elle n'était pas payée pour ça, qu'ils en faisaient déjà assez et qu'ils n'étaient pas payés en conséquence. Donc le lendemain, la coloscopie de ma mère a dû être annulée pour mauvaise préparation. Donc je l'avais bien sûr reproché en médiation. Je dis quand on vous annule une coloscopie en étant chez vous parce que vous avez réalisé la préparation, je suis totalement d'accord. Mais qu'on annule une coloscopie pour mauvaise préparation alors que c'était à l'infirmière de lui donner, il y a vraiment un problème. Alors, vous parlez de médiation, Angélique. Je ne pense pas que tout le monde est saisi lorsque vous parlez de médiation. Vous êtes alors, je lis aussi que la veille de la mort de votre mère, on vous avait dit que son état s'améliorait. Oui. Et puis, La- et puis le lendemain, elle est partie. Voilà. Bah, en fait, avant tout ça, il y a eu encore bien d'autres choses. Ma mère, comme elle perdait beaucoup son sang et vu devant l'ampleur qu'il ne trouvait pas. Nous, on avait déjà demandé un transfert sur l'île. Et on nous a dit, si vous voulez la transférer à l'île, vous n'avez qu'à prendre votre voiture, signer une décharge et l'amener vous-même. Ayant déjà fait son coma, et étant donné son état, on ne tenait pas à prendre nous-mêmes le risque, en n'étant pas du tout soignant, à l'emporter nous-mêmes dans notre voiture jusqu'à Lille, en réalisant 1 heure de route, et ça voulait dire qu'en fait, on déchargeait l'hôpital de tout problème. Donc, on a refusé de la transférer de nous-mêmes. En revanche, on avait spécifié que si elle faisait un examen sur l'île, qu'ils en profitent pour demander de la laisser, que tout le monde n'avait pas la science innée et qu'on n'était pas obligé de tout le temps tout savoir et que sur l'île, il y avait des professeurs et que du fait, peut-être que quelqu'un arriverait à trouver quelque chose et nous dire ce qui se passait réellement. Ça a été refusé, on a su qu'elle était partie faire un examen sur l'île, mais on l'a su le jour même. Donc j'ai demandé si on allait la laisser, on m'a dit non. De là, on nous a annoncé un cancer. Donc on a dit surtout ne prévenez pas notre mère qu'elle a un cancer parce que c'est la chose qui va la laisser se faire partir. Elle nous l'avait toujours dit. Heureusement qu'on a demandé à ce que rien soit dit, puisque quelques jours après, on apprenait qu'en fait, il n'y avait pas de cancer et que le diagnostic avait été un peu trop précipité. Donc on a su faire disparaître un cancer, je ne sais comment. Donc comme je leur ai dit, peut-être à force d'aller au bloc opératoire pour faire des fibroscopies, peut-être qu'il est disparu dans l'ascenseur. En tout cas, si aujourd'hui on vous apprend que vous avez un cancer et que 3 jours après on vous dit que vous n'en avez plus, c'est inquiétant quand même. On a dû aller chercher un traitement nous-mêmes en pharmacie parce qu'au laboratoire de l'hôpital apparemment ils ne l'avaient pas. Comme j'ai dit, si on habitait à 3 heures de route alors qu'on nous interdit les visites, je ne sais pas comment ils auraient fait. Enfin, c'était pour notre mère, donc le déplacement, on vous interdit les visites pour raison Covid, mais on vous demande de venir chercher une ordonnance pour aller en pharmacie chercher une injection. C'était pas trop logique. Le 1er février, on nous a interdit les visites en disant qu'elle avait le Covid, donc on ne pouvait plus y aller. On a eu de gros doutes sur la raison, dans le sens où on s'était tellement plaint au niveau des cadres qu'il y avait des soucis dans le service, que notre mère était limite maltraitée, parce que c'est de la maltraitance, qu'on s'est dit, c'est pas possible, il n'y a peut-être pas de Covid, on nous ment peut-être. C'était des hypothèses. Donc de là, on a eu plusieurs fois le médecin qui l'a pris en charge vers la fin. Étant donné qu'il ne savait plus quoi faire, ils ont donné son dossier à un médecin qui s'occupe des cas les plus inquiétants dans l'hôpital et qui ne trouve pas ce qui se passe, donc un spécialiste. C'est un spécialiste qui à la base était de Lille et qui est arrivé à Maubeuge 9 mois auparavant, le mois de février. Donc lui, il l'a pris en charge, il a fait son injection, il a fait une vidéocapsule, il a su arrêter les saignements, enfin les baisses d'hémoglobine, il a su la stabiliser. Il nous a dit qu'il était optimiste, donc je lui ai fait part que moi ça faisait 5 ans que je réclamais à ce qu'elle voie un hématologue, donc c'est un spécialiste du sang, pour connaître la cause de réellement ce qui se passait, pourquoi toutes les semaines, tous les 15 jours, il fallait la transfuser. En tout cas, Donc lui, il m'a dit, Angélique, en tout cas, là, il y avait un médecin qui semblait s'occuper un peu mieux, visiblement, voilà. d'elle. On va marquer une petite pause, Angélique, et on se retrouve tout de suite, d'accord ? À tout de suite. Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
23h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39 21. Nous sommes avec Angélique qui égrène les épreuves qu'a traversées sa maman qui est depuis décédée, mais des épreuves qui auraient pu être évitées pour la plupart d'entre elles. Épreuves à l'hôpital face à une équipe soignante et de médecins visiblement à côté de la plaque. Jean nous demande quelle était la pathologie à 63 ans de votre maman. Couche, impossible de manger seule. Jean nous dit il y avait quand même un gros souci. Vous nous avez bien dit, Angélique, à ce jour, ne pas connaître la pathologie dont souffrait votre mère. Bah, ma mère avait plusieurs problèmes de santé, hein. Elle avait des problèmes d'hypertension, elle avait des problèmes de diabète, elle avait des problèmes de cœur, D'accord. elle avait des problèmes de foie. Donc il y avait quand même plusieurs pathologies Une depuis accumulation quelques de années. pathologies. Voilà. Mais enfin, même lors de son la durée de son hospitalisation, le service voulait absolument, c'était la mettre en maison de convalescence. Une maison de convalescence, c'est ce qu'on leur a dit. C'est pas fait pour soigner un patient. C'est fait pour justement l'accompagner après avoir été soigné, de lui faire reprendre l'autonomie, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais elle n'est pas là pour soigner. Il y a d'ailleurs 3 maisons de convalescence qui ont refusé ma mère en disant que ce n'était pas leur rôle et qu'il fallait d'abord la soigner Oui. avant de vouloir la mettre en maison de convalescence. On peut le comprendre d'ailleurs, Angélique, parce que Ah oui, une auditrice qui tenait à garder l'anonymat et qui est infirmière se dit très triste d'entendre la description que vous faites de ce service parce que, bien évidemment, ça ne ressemble pas à elle au cadre de son travail. Vous dites qu'il y avait des jeunes dans ce service, mais des jeunes aides-soignants, des jeunes infirmières et des jeunes bah, infirmiers, des jeunes médecins aussi, comment on appelle ça, des internes? non, l'équipe pas médicale, pas au niveau des médecins, mais l'équipe, tout ce qui était infirmière et soignant, c'était relativement des jeunes, quoi. C'était Ouais. une généralité. Mais même quand on va dire à votre mère, écoutez, de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, vos enfants veulent vous mettre en maison de convalescence pour se débarrasser de vous. Le lendemain, mais ma mère, elle a incendié mon frère en disant qu'on voulait l'abandonner, alors qu'on refusait la maison de convalescence, que notre priorité à nous, c'était qu'on la soigne, qu'on trouve ce qu'elle a, de la remettre sur pied, pas Alors, de la laisser seule dans sa maison. complètement. Vous avez donc égrené tout ce dont a été victime votre maman. Euh, on va venir à cette médiation. Euh, Votre mère est décédée, donc qu'est-ce que cette médiation? Comment la déclenche-t-on? Et comment ça s'est passé? En fait, ce qui a amené à la médiation, c'est que le jour du décès, donc comme je vous ai dit, la veille, le médecin qui l'avait prise en charge nous avait dit qu'il était optimiste, que le lendemain, donc le jour du décès, elle devait aller sur Valenciennes faire une ponction lombaire et voir un hématologue pour voir ce qui se passait vraiment. Donc depuis le 1er février, comme vous savez, on n'avait plus de droit de visite, donc on disait que ça faisait quand même 3 mois qu'elle était hospitalisée. Donc on comprenait bien qu'en plus en temps de Covid, enfin, avec le nombre de patients, on comprenait bien qu'on ne pouvait pas être qu'amis tous les jours à lui tenir un téléphone pour qu'on l'ait au téléphone. Donc on avait demandé d'instaurer, même si c'était tous les 3 jours, tous les 2 jours, même si c'était pas un quart d'heure, mais 5 minutes, qu'on lui tienne le téléphone juste pour qu'elle entende qu'on était encore là, qu'on pensait à elle. Et que voilà. Donc la veille, le médecin avait promis à mon frère de l'appeler, même avant la fin de son service, pour qu'il puisse lui tenir le téléphone, vu que ce n'était pas fait, qu'il allait le faire lui-même. Étant donné qu'elle est décédée le jeudi et que le samedi, une infirmière a juste décroché le téléphone, lui a posé sur elle et est partie. Donc j'ai eu le médecin complètement en larmes au téléphone en me disant que je ne pouvais pas entendre ma mère. Le jour du décès, donc la veille, il n'a pas appelé mon frère alors que c'était promis, enfin bref. Donc on ne l'a toujours pas eu au téléphone. Donc depuis le 1er février, on n'avait plus aucun contact, ni physique, ni au téléphone. Le 11 février, le médecin a appelé mon frère à midi en disant qu'il fallait absolument venir voir ma mère, que c'était la fin, et qu'elle avait désaturé à 5 heures du matin. Donc mon frère étant très très impulsif, il l'a envoyé promener, je ne vais pas dire poliment, parce que ce serait faux. Donc le médecin l'a bien compris, moi je l'ai eu derrière au téléphone, puisque mon frère m'a dit écoute, je préfère me calmer et que tu y ailles toi-même. Donc je me suis rendue à l'hôpital et de là j'ai dit au médecin que déjà je comprenais pas qu'en ayant désaturé à 5 heures du matin,
qu'on nous a dit que les reins, le cœur, les poumons, on l'avait mis sous adrénaline. Ouais. Tout avait lâché à 5 heures du matin. Donc je comprenais pas qu'on nous appelle aussi tard. Donc moi je suis arrivée, elle était dans le coma. Donc j'essayais de lui parler de ses petits-enfants pour dire d'essayer de l'assimiler et voir si j'allais voir au moins un geste, quoi. Je voyais ses yeux essayer de s'entrouvrir, mais rien. Donc excusez-moi, j'avais l'impression de parler à personne. J'avais l'impression qu'elle m'entendait pas, donc je hurlais, je pleurais. J'avais pris ma sœur sur le passage. Elle voulait pas rentrer dans la chambre, donc elle était restée derrière la porte. Il y a une infirmière qui est rentrée en me disant de continuer à lui parler, qu'elle m'entendait. Et derrière la porte, il y a une autre infirmière, alors que ma sœur était juste à côté, tu sais, qui a dit comme ça: «Écoute, moi je m'en vais, ça commence à me saouler d'entendre crier et pleurer comme ça». J'étais en train de commencer une crise d'angoisse, donc j'ai plus voulu rester dans la chambre, je suis sortie. Je suis allée voir le médecin avec ma sœur et ma belle-sœur dans son bureau. Et de là, il m'a dit: «Écoutez, ce serait ma mère, je la laisserai partir». Donc je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il la laisse partir, qu'il fallait qu'il fasse tout son possible, que je voulais pas m'arrêter là et qu'il fallait la sortir de là. Et une infirmière est venue me couper la parole ce jour-là, en me disant: «Écoutez, il faut que je vous voie, je fais quoi si elle meurt?» Donc je lui ai dit: «Écoutez, sur votre ordinateur, le nom de la personne de confiance est noté avec son numéro. Donc vous l'appelez et vous m'appelez juste derrière». Je lui ai dit: «Mais dites-moi clairement les choses». Elle m'a dit: «Écoutez, elle est encore jeune, elle a que 60 ans, elle peut mourir maintenant comme dans 1 heure, comme demain». Donc c'était pas des paroles à dire, surtout qu'on n'était déjà pas dans un bon état. Ma sœur a fait une crise de spasmophilie, le médecin il l'a regardée, il a dit: «Écoutez, s'il faut vous ausculter, il faut passer aux urgences parce que malheureusement même moi j'ai pas de quoi vous ausculter ici». Donc ma sœur, il était hors de question après tout ce que ma mère avait vécu qu'on fasse un passage aux urgences, donc elle a refusé. De là le médecin, je suis repartie, je suis arrivée chez mon frère. Une demi-heure après que je sois repartie, on nous a appelés en nous disant qu'elle était décédée. Donc on y est allé 1 heure après qu'il nous ait contactés. On est arrivé, les perfusions coulaient encore. Donc on avait du mal en fait à réaliser qu'elle était plus là. J'avais Ouais. l'impression qu'elle était comme l'après-midi quand je suis venue, juste dans un coma, puisque vous voyez les perfusions couler, mais vous imaginez pas en fait qu'elle est plus là. Le médecin est venu nous rejoindre dans la chambre et il nous a dit: «Écoutez, moi ça fait 9 mois que je suis dans cet hôpital et je suis outré de voir tout ce qui s'y passe. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière». Alors que je pense que c'est un médecin qui doit être proche de la retraite. Il a dit: «Malheureusement, on m'a donné son dossier beaucoup trop tard. On me l'aurait donné au début, on aurait pu faire les examens que quand elle était dans un meilleur état. Et malheureusement, on m'a donné son dossier trop tard, mais après tout ce qu'elle a vécu, votre maman, demain, je vous rendrai son dossier médical», parce qu'on voulait le dossier médical. On voulait la preuve déjà qu'il y avait bien eu le Covid le 1er février et en savoir un peu plus sur tout ce qui s'était passé, puisque c'est pareil, une fois qu'il y avait le cancer, une fois qu'il n'y en avait pas, une fois qu'il fallait faire une fibroscopie pour ci, une fois qu'il fallait faire une fibroscopie pour là. Vous appelez, vous demandez comment ça allait, on vous disait tout va bien, mais elle est au bloc opératoire. Donc si vous êtes au bloc, c'est que ça va pas. Donc on a remercié le médecin, on est reparti. Le lendemain, on s'est rendu à la morgue. J'avais rendez-vous à 15 heures avec le médecin pour récupérer le dossier. Donc je me suis rendue seule. Mon frère est resté à la morgue à côté de ma mère, qui n'a d'ailleurs pas reconnu, tellement elle avait maigri. Depuis le 1er février qu'on n'y allait plus, elle, ça se demandait si elle était correctement alimentée. De toute façon, à 5 heures au matin, elle était en crise d'hypo, donc c'est pas pour rien. Et je me suis rendue à l'accueil de l'hôpital. J'ai demandé au vigile qui contacte le médecin en question. Il a téléphoné dans le service et il m'a dit: «Écoutez, c'est les infirmières qui vont descendre». Donc j'ai dit: «Surtout pas des infirmières, parce qu'honnêtement, ça le fera pas et je pense même que je vais leur rentrer dedans». Je dis: «C'est pas avec l'infirmière que j'ai rendez-vous, c'est avec le médecin». Il me dit: «Madame, calmez-vous». Mais pendant 3 mois, j'avais essayé, mon frère était impulsif, donc j'avais essayé de calmer les choses, d'essayer de canaliser pour dire que, ben, on reste en bonne cohésion et que je puisse encore avoir des renseignements. Sauf qu'au bout de 3 mois, ben, au bout d'avoir trop de patience, il faut qu'à un moment ça pète. Et son décès a fait que, ben non, vous ne pouvez plus tenir ma colère. Donc il a rappelé le service et l'infirmière est descendue avec la cadre. L'infirmière avec le sourire qui, déjà la veille, en repartant de la chambre de ma mère qui était décédée, alors que c'est elle-même qui nous y a amenés, nous a dit bonne soirée. Donc si vous quittez la chambre de votre mère décédée, vous allez sûrement tout passer, mais sûrement pas une bonne soirée.
Donc c'est la même infirmière qui descend le lendemain avec les affaires de ma mère. Donc je lui ai dit que les affaires, je ne voulais pas les récupérer, qu'elle pouvait les jeter, qu'on nous avait interdit les visites pour soi-disant raison Covid, et que là, on nous amenait le Covid chez nous. Donc il était hors de question que je récupère les affaires. Il y a des insultes qui ont fusé de ma bouche, je m'en suis jamais cachée, même dans la Voix du Nord. Donc de là, l'infirmière et la cadre sont remontés dans le service. J'ai laissé les affaires dans le hall de l'hôpital. On a discuté un petit moment avec le vigile et une infirmière qui était dans le hall. On a demandé à rencontrer la responsable des usagers. Donc on nous a dit d'aller à son bureau, on a expliqué et on a demandé à récupérer le dossier médical du fait que le médecin n'avait pas pu nous le rendre. Alors, Elle a dit oui, Angélique, effectivement. il va falloir qu'on accélère un petit peu parce que il nous reste plus que 5 minutes, donc j'aimerais qu'on parle de cette médiation, en fait. Donc c'est de là en fait qu'on a eu la médiation quand on a demandé à récupérer tout le dossier, etc. et qu'on a voulu faire passer ça dans la Voie du Nord. C'est de là qu'est intervenue la médiation. Donc on a eu la médiation le 31 mars. Et lors de la médiation, nous, on avait vu sur un document que c'était noté pacemaker en place, or qu'elle n'avait jamais eu de pacemaker mais des stents. Donc on nous a répondu en médiation qu'on notait ça à tous les patients, que tous les patients qui réalisaient maintenant des examens notaient pacemaker en place. Donc je me suis renseignée quand même, puisque je connais aussi des personnes au niveau médical, chose qui est fausse parce qu'on n'aide pas tout le monde qui a un pacemaker en place. On a demandé le pourquoi on nous annonce un cancer et puis que 3 jours après il avait disparu. On vous dit que c'était précipité, qu'on avait trop avancé les choses. On a demandé pourquoi il n'y avait pas eu une réunion CRP, puisque quand vous êtes en fin de vie, le personnel doit prendre rendez-vous avec la famille et puis dire ce qui est souhaité, et que ça n'avait pas été fait. On nous a dit que c'est parce que les familles n'étaient pas assez objectives, donc c'était au médecin de décider, et qu'il n'avait pas besoin de faire de réunion, qui se croisaient tous les jours. Et que c'était comme quelqu'un qui avait le cancer et qui était sous chimiothérapie. Le décès était inéluctable, et que de toute façon, quand on disait à la famille que c'était défavorable, que ça voulait tout dire. Alors que la veille du décès, on nous disait qu'on était optimiste et que son état s'améliorait. Donc la médiation, au final, n'a rien donné. Moi, j'avais déjà contacté l'ARS quand elle était en vie pour expliquer tout ce qui se passait. J'ai eu l'ARS après le décès pour expliquer plus en détail tout ce qui s'était passé. Donc l'ARS a pris le relais, une plainte a été déposée au magistrat. J'attends une convocation là au niveau du commissariat parce que le magistrat a décidé de poursuivre l'enquête. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, on n'en sait pas plus, on ne sait pas si réellement il y avait un pacemaker, on ne sait pas de quoi elle est partie. La seule chose qui résonne dans notre tête, c'est de toute façon ce qu'a dit le médecin ce jour-là, si les choses avaient été faites correctement, votre mère serait encore là. Alors, il y a plusieurs SMS qui tombent pour vous. Cette maman, bien évidemment, la mort de votre maman choque dans ces conditions beaucoup de nos auditeurs. Charlotte, qui fait ses études de médecine et qui n'en croit pas ses oreilles. Il y a aussi Angélique, non, Coralie, pardon, qui dit que tout ceci est hallucinant, d'autant plus que l'on ne peut pas discuter des diagnostics avec les médecins aujourd'hui, qui trouvent ça scandaleux et qui aimerait savoir dans quelle ville tout cela s'est passé. Elle vous embrasse au passage, Angélique, Coralie. Il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent qu'au cours de cette médiation ne soit pas sorti un rapport sur ce service. Finalement, rien ne s'est passé au bout de cette médiation, Angélique. Rien. Je remercie Coralie. Nous, on a demandé des sanctions au niveau du personnel soignant. On nous a fait part qu'on savait déjà que, sans dire son nom, quelle infirmière était concernée, puisque même au niveau des médecins, elle leur répondait, mais qu'elle faisait bien son travail, donc ils ne lui disaient rien, donc elle continuait. Donc à l'issue de la médiation, en fait, nous, rien n'est ressorti comme de réponse aux questions, ou s'il y a eu sanction, ou ce qui s'est passé, nous ne savons rien à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, on a su nous recontacter le 9 septembre, pour aller récupérer ses affaires. Donc 7 mois après, on a eu le culot quand même de nous rappeler en nous demandant d'aller chercher les affaires. Donc, étant donné avec la boule au ventre qu'on a gardée toute l'après-midi, mon frère et moi sommes descendus à l'hôpital dans le service pour dire tout ce qu'on avait sur le cœur. Une infirmière s'est permise de dire à mon frère, vous savez, Guy, quand j'étais en poste, j'ai voulu lui donner à manger, elle m'a dit non, vous inquiétez pas, mon fils va arriver et m'aider. Donc en plus, on lui laissait croire que son fils allait arriver, alors qu'on nous avait interdit les visites. Par contre, sur le compte-rendu de la médiation, c'est bien noté que le 1er février, il n'y avait pas de Covid, mais que les visites avaient été interdites pour raison gouvernementale, alors qu'il n'y en avait pas de nouvelles. Et que de toute façon, ils se contredisent, puisqu'ils nous disent que son décès, limite, il était programmé, qu'on savait qu'elle allait décéder, alors qu'on nous interdit les visites, et que M. Macron a bien dit, même en cas de Covid,
les visites sont autorisées pour les personnes en fin de vie. Donc en fait, tout ce qu'ils disent est contradictoire. Une date de naissance sur une radiologie, sur une radio qui n'est même pas la sienne, parce qu'on note une date de naissance en janvier 1960. Ma mère est née le 24 avril 58. Donc tout est contradictoire, même les examens, on ne sait même plus quoi croire. Est-ce que c'était vraiment elle, après tout? Puisque même la date de naissance n'est pas la bonne. À la mort, quand ils ont fermé le cercueil, on n'était même pas là. Donc à la base, c'est pareil, c'est obligatoire. Et ça, même eux, ils ne savent pas s'expliquer, mais ça veut dire que oui, effectivement, ils sont en tort, qu'une personne de la famille devait être présente au moment de la fermeture du cercueil. Enfin, tout est contradictoire. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait même plus quoi penser de l'hôpital. Et, donc, vous n'avez pas de rapport. En fait, personne n'a été sanctionné dans cette histoire. On nous a dit de toute façon sur le compte-rendu qu'on savait que la famille réclamait des sanctions, mais qu'ils ne pourraient pas dire s'il y en avait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cela doit rester confidentiel? Apparemment, oui. D'accord. Écoutez, merci pour votre témoignage ce soir assez glaçant, parce qu'il reflète visiblement par rapport à tous les SMS que nous recevons une, une attitude que l'on ne retrouve pas bien évidemment dans tous les hôpitaux, mais dans certains services, hein, Oui. puisque vous n'êtes pas la première à nous appeler pour ce genre de choses. Euh, comment Comment peut-on, et ce sera ma dernière question, comment peut-on lutter contre ça aujourd'hui, Angélique, à votre avis? Vous qui êtes allé un peu plus loin dans la contestation, comment aujourd'hui on peut faire changer les choses? Bah, je pense que pour faire changer les choses, il faudrait déjà sanctionner quand il se passe des choses comme ça. Le problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, puisque j'ai rencontré beaucoup de personnes à l'issue des articles qui sont parus sur la Voix du Nord. J'ai rencontré des personnes physiquement qui reprochent les mêmes choses au même service. Et le problème, c'est que les gens ont peur du service public et que l'hôpital de Maubeuge, en fait, les gens en ont peur parce que c'est du public et se disent qu'il ne faut pas aller plus loin. Donc, il faudrait justement que quand il se passe des choses aussi extrêmes dans des services, dans un hôpital, les gens osent aller, pensent être écoutés, mais les gens n'ont pas l'impression d'être écoutés. Et c'est l'impression de toute façon qu'on a déjà lors de la première réunion, puisqu'avant même son décès, on avait évoqué ce qui se passait dans le service et qu'on n'a pas été entendu. Et c'est ça le problème, c'est que tant que les patients, les familles, on les cache derrière le Covid en les interdisant de voir leur famille et qu'on s'y cache et du coup on n'écoute pas les familles quand il se passe quelque chose et que les familles qui viennent, elles sont pas entendues pour signaler les problèmes, et ben il y aura rien qui changera. Et là, on a beau faire un nouvel hôpital de Maubeuge, débourser de l'argent dans un nouvel hôpital, mais si le personnel, ça ne change pas, qu'il n'y a pas des sanctions et des remises à l'ordre, ben, il n'y a rien qui changera en fait. Bon, bah, écoutez, souhaitons tout de même que votre parole ait résonné. Vous n'avez pas cité hein, l'hôpital concerné, je pense que vous l'avez fait sciemment. Si, c'est l'hôpital de Maubeuge, hein, je le cite D'accord, clairement, c'est d'accord, l'hôpital de Maubeuge, d'accord. Parce que en service gastro. Charlotte demandait si c'était bien l'hôpital de Maubeuge. Et vous voyez, je n'avais pas entendu. C'est un Beaucoup. service gastro. Après, il y a eu une erreur sur l'article, sur le dernier article de la Voix du Nord. Les gens ont cru qu'elle habitait Huineuil, ou enfin, ils ont confondu. Sauf que c'était une erreur de la Voix du Nord qui m'a demandé si je voulais qu'ils résolvent l'erreur et que je lui ai dit que c'était pas le sujet de l'article. Donc, ça m'importait peu qu'il s'était trompé en disant qu'elle habitait à Huineuil. Véronique au 739-21 vous écrit: Madame, il y a des avocats spécialisés dans ce domaine. Si l'un des miens disparaissait dans ces conditions, je n'hésiterai pas une seule seconde. Courage et affection à vous. Est-ce que vous pensez à attaquer l'hôpital? De toute façon, c'est ce qui a été fait. Moi, j'avais d'abord été au commissariat de Merci, Véronique. J'avais d'abord été au commissariat de Maubeuge pour déposer plainte. Mais quand c'est contre un service public, il faut déposer la plainte au magistrat qui décide ou non de poursuivre l'enquête. Donc, j'ai déposé la plainte au magistrat qui a décidé de poursuivre l'enquête. Donc là, j'attends ma convocation au commissariat et prendrai un avocat et j'irai jusqu'au bout. Très bien. Merci beaucoup, Angélique, et courage à vous pour la suite des événements. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant, en tout cas, d'accord? Je vous remercie. Bonne soirée à vous, Angélique. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir.